merci de nous rejoindre sur le forum des lecteurs pour une rencontre avec 3 auteurs qui ont choisi de faire un petit pas de côté pour raconter autrement l'histoire. Maëlys Bessery, vous redonnez vie à la nounou chérie du grand pâtre sulfureux Francis Bacon dans La nourrice de Francis Bacon aux éditions Gallimard. Stéphanie Hochet, vous enquêtez sur une période mystérieuse de la vie de William Shakespeare dans William aux éditions Rivage. Et on retrouvera le très élégant Nicolas Le Floch, enquêteur au service de la reine Marie-Antoinette, dans Le secret de Marie-Antoinette, de vous, Laurent Geoffrin, aux éditions Buchet-Chastel. Alors on commence par vous, Maëlys Bessery. Après Le tiers-temps, roman sur les derniers jours de Samuel Beckett, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman en 2020, et Les amours dispersés, vous publiez La nourrice de Francis Bacon, un livre qui met en scène une actrice essentielle de la vie du grand peintre. C'est sa nounou, une certaine Jessie Lightfoot. Qui était-elle ? Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici en Corrèze. Oui, l'idée d'écrire sur Jessie Lightfoot, c'était celle de finalement raconter l'histoire de Bacon à travers celle qui est la spécialiste d'abord de l'enfant Bacon, à savoir la nourrice, celle qui est arrivée lorsqu'il était tout petit, qui est arrivée de Cornouailles en Irlande, puisqu'il est né en Irlande et que Francis Bacon est un Anglais d'Irlande, donc il appartient à l'ennemi sur cette terre-là en ces temps-là. Et elle vient l'élever et elle est une femme qui a connu le destin de beaucoup de femmes du début du XXe siècle, c'est-à-dire placée comme nourrice adolescente, comme bonne au départ, et qui finalement dédie sa vie à cette vie de domestique, et qui va tomber folle amoureuse de cet enfant, en devenir en réalité la mère, et s'occuper de lui bien plus tard, puis jusqu'à ses 40 ans, c'est-à-dire qu'elle va vivre avec lui ensuite et devenir la nourrice du peintre. Donc j'avais envie d'aborder la question de la peinture à travers l'angle de l'enfance, qui est souvent le matériau aussi de la création artistique, et aussi à travers la relation intime de cette nourrice avec Bacon, puisqu'on connaît de Bacon surtout la violence parfois de sa peinture et le côté scandaleux et sulfureux de sa vie. On connaît moins cette relation lumineuse qu'il a eue avec cette femme qui l'a protégé de la violence du père et qui, d'une certaine manière, a été fondamentale dans sa possibilité d'accéder à la création, à la sublimation par la peinture. Parce que l'enfance de Bacon, c'est quand même une horreur, hein. Un père anglais éleveur de chevaux d'une grande violence, une mère mondaine et totalement indifférente. Et tout autour, dans cette magnifique campagne irlandaise, la violence de l'IRA qui était impitoyable avec les Anglais. Que de violence quand même autour de cet enfant, hein. Alors, la violence de l'IRA et la violence des Anglais envers les Irlandais aussi. Faut rendre à César ce qui est à César. La violence est bien partagée. Oui, il naît dans un carrefour de violence qui est aussi celle du XXe siècle. Il est à la fois contemporain des 2 guerres mondiales, contemporain de l'époque ce qu'on appelait les Troubles en Irlande, hein, donc effectivement des mouvements de violence des 2 côtés, hein, la répression terrible des Irlandais par l'armée britannique, mais aussi les violences de l'IRA et les attentats contre les colonisateurs. Donc il y a effectivement cette violence environnementale, circonstancielle, mais il y a aussi l'ennemi intérieur et la violence familiale qui est celle du père, ce capitaine britannique en retraite, qui est impitoyable avec ce fils qu'il estime trop fragile. Et Bacon va être en quelque sorte persécuté par ce tyran domestique et va développer une relation au père extrêmement particulière, puisque le père est très violent, mais en même temps, les moments de violence sont les seuls moments d'attention qu'il lui accorde. Donc il va y avoir une sorte de relation malsaine qui se crée avec le père, dont est témoin la nourrice Jessie Lightfoot. C'est en nous racontant tout ce qu'a traversé Bacon dans sa vie, elle nous permet de comprendre pourquoi il a peint ce qu'il a peint. Alors Bacon, il a peur tout le temps, hein. Il a peur de son père, il n'y a que Jessie qui lui offre un refuge, en fait, dans cette enfance-là. Il a peur tout le temps de son père. Enfin, la peur irradie sa vie, en fait. Oui, c'est une personnalité... il est asthmatique, il est reclus d'une certaine manière dans la maison, donc il ne peut pas vraiment échapper à cette atmosphère. Et en même temps, il est au milieu de ce paysage irlandais magnifique, dans une lande sublime, entouré de chevaux, de courses. Donc il est dans un endroit qui pourrait être paradisiaque, mais qui est une sorte d'enfer de poussière et d'animaux pour asthmatiques. Donc pour lui, c'est un enfer. Et il suffoque dans cette atmosphère familiale. Mais le curé va venir lui donner des cours de lecture. Et en apprenant à lire, il va dévorer sa bibliothèque.
se mettre à dessiner, s'intéresser petit à petit aux couleurs et à la broderie que fait sa grand-mère, et devient très rapidement, aiguise son regard à travers la beauté du paysage qu'il peut observer en Irlande, et peu à peu devient une personnalité très singulière, sur le modèle de sa nourrice et de sa grand-mère, qui sont des personnalités très fantasques, très amusantes, de femmes finalement audacieuses. Sa grand-mère va divorcer 3 fois, donc ce qui dans une Irlande catholique est complètement improbable. Il va justement aussi découvrir les visages de la mondanité et ce jeu des apparences dans son milieu familial. Et petit à petit, de tous ces masques et de ces différentes circonstances, il va en tirer des capacités artistiques qui vont se mettre en place petit à petit, surtout à partir du moment où son homosexualité fait que son père le chasse et qu'il va pouvoir finalement vivre sa vie à l'extérieur, ce qui d'une certaine manière va le sauver de ce père qui est en train de l'écraser. Donc elle le chasse, et bon, sans dévoiler tellement plus avant, il va vivre à Londres, et Jessie va le retrouver, et elle va rester avec lui toute sa vie finalement. Elle va dormir dans la cuisine, elle va le conseiller, être témoin de sa vie débridée. C'est incroyable ça, cette femme, la liberté qu'elle a de morale, par rapport à l'époque, j'imagine. C'était un peu le projet du livre, c'est qu'en allant à Dublin, dans la Hugh Lane Gallery, où l'atelier de Bacon a été intégralement transporté de Londres à Dublin, en laissant chaque objet à sa place, et il y a des documentaires, des archives, des interviews qui sont diffusées. Et dans ces interviews, il y avait des amis de Bacon qui disaient « Mais nous, quand on allait chez Francis à Londres, il y avait toujours Nanny. » Et Nanny, c'était donc cette nourrice, une petite dame avec son chignon tressé, très élégante, qui en même temps était extrêmement voyeuse et proposait de l'herbe à fumer, du whisky à boire, qui avait fabriqué avec Bacon une roulotte pour faire des jeux d'argent, qui piquait sur les marchés lorsqu'il n'y avait plus justement assez de sous dans la caisse. Donc était une sorte de personnage très décalé. Et finalement, quand j'ai entendu parler de Nanny, je me suis dit, mais voilà, c'est comme ça peut-être qu'il faut raconter l'histoire, en passant par cet angle de la nourrice, qui sait tout de lui, qui a tout vu depuis sa cuisine, et qui peut nous raconter sa version à elle de l'histoire de Bacon, et nous expliquer pourquoi il s'est mis à peindre. D'ailleurs, vous vous glissez dans la peau de Jessie, elle est drôle, elle est toujours inquiète. Puis il y a la langue, vous lui avez inventé une langue à Jessie aussi. Oui, c'est vrai que tout le travail, c'était d'essayer de convertir en français ce que serait l'équivalent d'une nourrice anglaise. Alors c'est vrai que, étant originaire à la fois de Corrèze et des Landes, du sud-ouest, j'avais dans l'oreille un parler régional qui m'aidait beaucoup, notamment à travers les expressions que j'ai pu entendre ici. Et c'est vrai que j'avais besoin qu'elle ait un langage fleuri, légèrement suranné, et en même temps très beau, comme peut l'être un français un peu désuet. Et donc il fallait trouver un équivalent. Ce serait quoi une dame issue d'un milieu modeste, d'un milieu rural, partie de la ferme pour devenir bonne? Et donc il y avait tout ce chemin à travers la langue, à travers l'époque aussi. Il faut faire un petit voyage dans le temps et se placer dans un français du début du XXe siècle. Et en même temps, la nourrice de Bacon, c'est l'anti-Céleste Albaret de Proust. Okay. Elle n'est pas du tout chic à la façon de Céleste Albaret, qui est devenue extrêmement proustienne. Et voilà. Pour moi, Jessie Lightfoot, c'est le chef de la mafia, quoi. À la maison, c'est elle le boss. Francis, elle le remet à sa place, elle le remet droit. Et c'est de cette manière-là que les choses fonctionnent. Et lui, c'est ce qui va le sauver finalement. Cette espèce d'autorité bienveillante va l'éviter de mourir de ses excès probablement, puisqu'il était justement parti pour une vie... ses 2 frères sont morts, d'ailleurs très jeunes, et lui a sombré dans les addictions assez rapidement. Et c'est vrai que Jessie Lightfoot a réussi à garder un cap qu'il a maintenu debout grâce à la peinture. Donc elle est fondamentale dans la vie de Bacon, vraiment. Oui, elle est centrale, elle a dirigé sa vie jusqu'à sa mort à elle. Quand elle est morte, il est entré dans une sorte de période d'errance terrible. Il a changé d'atelier, déménagé sans cesse. Il a eu une vie beaucoup plus difficile à partir du départ de Jessie Lightfoot. Ça a été un deuil immense pour lui. Alors dans le livre, on alterne justement les scènes sur l'enfance de Bacon, sur Jessie, etc. Et les moments de peinture dans l'atelier de Bacon, où vous imaginez ce qu'il y a dans sa tête à ce moment-là. En tant que lecteur, on est dans l'atelier avec lui, en fait. C'est assez frappant, quoi. Vraiment, on le voit écrire
peindre toutes ces toiles principales. Comment vous avez imaginé, comment vous êtes mis dans sa tête? J'avais envie que la nourrice raconte la vie et qu'on ait accès aux pensées de Bacon au moment où il est en train de peindre, seul devant sa toile, et que petit à petit, on comprenne que le sujet des tableaux, évidemment, avait à voir avec les motifs de l'enfance. Donc pour que ça se rejoigne, comme ça, il me fallait deux voix. La voix de la nourrice et la voix du jaillissement de pensée, du jaillissement artistique. Et donc c'est une voix très pulsionnelle. Il faut qu'il pense comme il peint, de manière très violente, puisque c'est ses exigences aussi artistiques qui remontent, le fait de ne jamais réussir complètement à atteindre l'objectif qui est de réussir à reproduire l'image qu'il a en tête. Et donc cette espèce d'impossible après lequel il court. Donc c'est une voix assez pratique, pragmatique et technique devant la toile qui contraste avec la voix de la nourrice. Donc il se sert de tout ce qu'il a dans son atelier. Il se sert de la poussière, il se sert des vieilles bouteilles de whisky, il se sert de tout pour en fabriquer des images, pour fabriquer la matière de sa peinture et pour réussir à faire cette transformation justement en toile. Voilà, donc cette partie de la création-là, je voulais qu'elle apparaisse, mais sous une forme qui était celle de l'écriture. Ça serait quoi la transposition de l'écriture en écriture de ce qu'est la peinture de Bacon? C'était ça, l'atmosphère baconienne dans laquelle j'ai essayé d'écrire ces pages-là. D'après vous, Jessie, elle est à l'origine de la capacité de peindre de Bacon? Non, je crois pas. Je crois que ça lui appartient à lui. Mais je pense qu'elle a mis en place les conditions de réalisation et vraiment sa survie. Je pense qu'il était en danger de mort depuis sa naissance, Bacon. Il y avait une sorte de programmation. Chaque enfant mâle de la fratrie était en danger de mort avec ce père qui ne supportait pas en réalité ses enfants garçons. Les deux petites filles ont été épargnées, mais les garçons représentaient quelque chose d'insupportable pour le père. Donc il avait une sorte de syndrome que les psychanalystes ont pu appeler syndrome d'Abraham, c'est-à-dire d'aller sacrifier ses enfants. Et c'est vrai que il y a eu cette question à travers le fait d'envoyer l'un de ses fils dans les colonies, dans des lieux extrêmement dangereux, où il est évidemment tombé malade. L'autre fils a été plus ou moins tué indirectement par le père aussi. Donc il y a une sorte de mise en danger des fils jusqu'à leur mort. Et Bacon, en réalité, n'a survécu que parce qu'il est parti. Cette rupture va être sa survie. Et cette rupture, il n'a pu la vivre que parce qu'il y avait derrière la solidité de ce lien qui s'est maintenu d'abord par des lettres, puisque Jessie Lightfoot n'a pas quitté tout de suite la maison. Elle s'occupait des deux petites sœurs de Bacon. Donc pendant un certain temps, il écrit à sa nourrice. Et puis ensuite, elle va venir vivre avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Merci. Alors, vous, Stéphanie Hochet, c'est un autre personnage historique que vous prenez en compte. Votre livre part d'une interrogation. Que s'est-il passé dans la vie de William Shakespeare entre 1585 et 1592? Personne ne le sait. Dans William, publié aux éditions Rivage, vous imaginez cette période de la vie du dramaturge et vous la mettez en miroir avec votre propre vie. Déjà, pourquoi ce titre William, tout simplement, comme si c'était quelqu'un de la famille? En effet, j'ai essayé de le rendre familier. C'est-à-dire que pour m'approcher du génie, il fallait que d'une certaine façon, eh bien, il m'impressionne un peu moins. Donc je pouvais écrire sa jeunesse pour ce qui est des années où il est flamboyant, où il devient l'immense dramaturge, le plus grand dramaturge du monde. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais j'ai pu l'approcher justement en parlant du moment où il n'était rien. C'est-à-dire où il était un petit jeune homme de province, Stratford-upon-Avon. C'était à 2 jours de voyage de Londres à l'époque. C'est un garçon qui naît dans une famille de notables. Son père a été maire de Stratford. Il y a toutes les chances qu'il ne devienne jamais rien du tout, qu'il ne devienne jamais dramaturge et jamais comédien, tout simplement parce que tout se passe à Londres. Et j'ai été émue par cette enfance et par cette jeunesse dont on ne connaît pas grand-chose. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est des enquêtes, rechercher. Déjà, c'était un auteur qui a beaucoup compté pour moi. Et on sait des choses. On ne sait pas grand-chose, mais on sait des choses. On sait qu'il se marie à l'âge de 18 ans avec une femme de 26 ans, ce qui est déjà assez exceptionnel, déjà aujourd'hui, mais à l'époque encore plus.
On sait qu'il a une petite fille qui naît 6 mois après le mariage. Bon. Ensuite, des jumeaux, donc un garçon, une fille, dont le fameux Hamnet avec un N. Et on sait qu'il disparaît. Et là, c'est intéressant parce que les spécialistes cherchent depuis 5 siècles ce qui a bien pu se passer pendant ces 7 ans. De ces 22 ans à ces 28 ans, ou environ, ou 29 ans, on ne sait absolument rien. Et ce qui est amusant, c'est que tout le monde y va de sa théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne saura jamais rien, les sources sont épuisées. Alors pourquoi je l'ai appelé William? Tout simplement parce que c'est William avant Shakespeare. C'est le projet du livre, c'est de vous montrer comment ce petit jeune homme de province va devenir d'abord acteur et ensuite le plus grand dramaturge. Mais je m'arrête, je ferme la parenthèse, je m'arrête au moment où il devient ce grand dramaturge. Je me suis immiscée dans cette brèche qui était une énigme. Et puisque cette brèche était le territoire de la fiction, je me suis permis cette fiction. Oui, c'est ça, puisqu'on ne sait rien de cette période, vous l'avez imaginé. Alors, oui. Je l'ai imaginé à partir de choses vraisemblables, hein, quand même. Je ne suis pas partie dans un délire total. On sait des choses, il fallait entrer dans l'époque, connaître un petit peu le fonctionnement des troupes de théâtre, savoir qu'il y a des troupes de théâtre qui sont itinérantes, d'autant qu'à cette période-là où il quitte le foyer, eh bien, la peste ravage Londres, donc impossible d'aller à Londres. Les sources nous disent que à ce moment-là également une troupe de théâtre de la plus grande importance s'est arrêtée pas très loin de Stratford et qu'un comédien en a tué un autre. Donc il manque un comédien à la troupe, c'est la troupe des comédiens de la reine, Queen's Men. Il est très vraisemblable, il est possible, il est imaginable que le jeune William se soit présenté en disant « mais prenez-moi, essayez-moi ». On imagine aussi que son fantasme était de devenir comédien, parce que nous, on sait que William Shakespeare, c'est surtout l'auteur de tragédies, de comédies, etc. C'est avant tout un comédien. C'est avant tout quelqu'un qui veut monter sur les planches et qui veut faire ce métier-là. Comment il est arrivé à l'écriture, ça c'est un mystère. Je tente d'éclaircir ce mystère par l'imagination. On sait qu'il a rencontré d'autres dramaturges importants à l'époque, c'est évident. Ça ne pouvait pas être autrement. Dans une Londres, ensuite il arrive à Londres, hein, mais Londres est assez petit. Tout le monde se connaissait, les comédiens se connaissaient, les dramaturges se connaissaient. Et voilà. D'ailleurs, vous pouvez bien imaginer, parce que vous êtes vous-même spécialiste du théâtre élisabéthain, hein, donc... J'ai étudié. Durant mes études, je me suis spécialisée dans quelque chose que je pensais complètement inutile. C'est-à-dire que, en faisant des études d'anglais, je me suis dit, quel est le domaine le plus inutile et le plus beau? Et j'ai trouvé études élisabéthaines. Je trouvais ça très flamboyant et absolument inutile. Comme quoi l'inutilité a ses revers. Et j'aurais jamais pu écrire ce livre sans avoir étudié les œuvres, parce que moi je connaissais les œuvres un petit peu. Je ne suis pas la plus grande spécialiste, faut pas croire. J'ai étudié quelques œuvres, j'ai travaillé dessus, je me suis intéressée à lui, je suis allée à Stratford, j'ai fait des recherches, etc. Mais ça, c'était il y a longtemps. Quand j'étais étudiante, c'était un autre monde, c'était une autre vie pour moi. Et puis les années passent, et là, il y a une dizaine d'années, je lis un livre qui m'intéresse beaucoup, qui est un texte de Bill Bryson, un auteur américain qui a écrit sur toutes sortes de sujets et qui a écrit un livre qui s'appelle Shakespeare, l'antibiographie. Ça, c'est le titre français. Il revient sur tout ce qu'on sait de lui et tout ce qui est vraisemblable, et il raconte aussi l'époque. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou. Je connaissais les œuvres, en tout cas je les avais étudiées, je ne connaissais absolument rien sur l'auteur. Rien du tout. Et d'ailleurs, personne ne connaît rien. Si vous demandez aux gens qui était William Shakespeare, personne ne sait. Vous prenez même les tableaux, le représentant, eh ben vous pouvez être sûr que ce n'est pas les bons. Il n'y a pas de portrait officiel de lui, on ne sait pas à quoi il ressemblait, il n'y a même pas une description de son physique. Bon, on a quand même réussi à sortir des éléments, la date du baptême, la date du mariage, le baptême des enfants, l'arrivée à Londres avec, on sait qu'il joue un moment dans certaines troupes,
qui va écrire, ça on le sait, un grand dramaturge va parler de lui, c'est Ben Jonson. Donc rassurez-vous, il a existé, hein, parce que la rumeur, l'espèce de théorie, délirante qui prétend qu'il n'a pas écrit, qu'il n'a pas existé, etc., c'est fondé sur rien. Mais voilà, mais on ne savait pas grand-chose, en tout cas, de cette période-là, ça c'est sûr. Et voilà, donc le bonhomme était un mystère, mais c'est surtout ces années de jeunesse qui sont encore plus mystérieuses. Mais alors, le livre n'est pas une biographie, hein. Le projet du livre, c'est de mettre en écho avec votre propre vie la vie de Shakespeare, et ça vous permet de comprendre le personnage ailleurs, notamment votre désir de liberté. Votre première fugue, vous l'avez faite, vous, à 3 ans. Vous dites que c'est pas quelque chose de mignon. Vous dites, je me rappelle que partir était une exigence du plus haut sérieux. Oui, alors, comme il disparaît pour réapparaître ailleurs, j'ai tenté de comprendre ce que c'était. J'ai tenté de me rapprocher de lui. Et je livre des passages très personnels sur ma propre jeunesse, dont les passages de fugue. Donc, en cela, j'ai essayé de le tirer à moi, de même qu'à un moment, il m'a élevé, en fait. Il m'a permis de m'élever, de sortir de quelque chose. Et j'ai été puisée du côté du sens de la fugue, de ce que c'est que de disparaître, de vouloir disparaître, de fuir, cette nécessité vitale qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez besoin de partir. J'ai imaginé ce qu'avait dû être son milieu. Son père, alors, on pourrait peut-être même l'imaginer assez proche du père de Bacon, pourquoi pas. En fait, on ne sait rien du père de la personnalité précisément du père de William Shakespeare qui s'appelait John. Mais bon, c'est un notable, c'est le maire, il a même été attrapé 2 fois pour on va dire, détournement d'argent, enfin des choses un peu... Il a fait des choses pas très belles aussi. On imagine un peu le patriarche. On imagine bien qu'un homme avec cette assise dans cette société-là n'a pas dû être ravi que son fils parte poursuivre des comédiens qui sont perçus comme des vagabonds et comme des sodomites. On imagine bien qu'il y a eu quand même un problème à un moment. C'est qu'il n'espérait sûrement pas, John Shakespeare, que son fils William devienne ce saltimbanque et qu'il abandonne femme et enfant. On imagine déjà la transgression que ça a été. Donc première transgression chez lui. Et qui fait écho à votre... Qui fait écho à la mienne. C'est pas du tout dans une tentative de comparaison, c'est dans une tentative de compréhension. J'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Pour comprendre, il faut passer par soi. Et puis ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est, on va dire, tout ce qui m'avait ému dans l'étude de l'œuvre, c'est par exemple son goût pour le travestissement, son ambiguïté, le grand rôle qu'il donne aux femmes, parce que Shakespeare est un amoureux. Les dialogues amoureux dans ses pièces, c'est vraiment c'est des petits miracles de séduction. Si vous voulez apprendre à séduire quelqu'un, il faut étudier l'œuvre. À ces passages-là, et là, je peux vous dire, ça marche. On voit que c'est quelqu'un qui a réussi à séduire par les mots. Et beaucoup de choses me plaisent chez lui, mais voilà, c'est évidemment aussi la transgression, c'est aussi son ambiguïté sexuelle. Il a écrit des sonnets. Donc les sonnets ne sont pas destinés à être publiés à l'époque. Les sonnets, c'est de la poésie qu'on écrit pour soi, éventuellement qu'on va dédier à un noble qui est un protecteur, mais ce n'est pas du grand public, c'est vraiment très restreint. Il écrit des sonnets qui sont des déclarations d'amour à une black lady, donc femme brune, femme juive, femme noire, on ne sait pas, et aussi des sonnets qui sont destinés à un homme. On ne sait pas qui est l'homme. Mais ces sonnets destinés à un homme, ce sont des sonnets même amoureux, voire érotiques. Il joue continuellement de l'ambiguïté. Il s'amuse énormément à jouer du masculin et du féminin. C'est très, j'allais dire moderne, contemporain, je ne sais pas. Où est-ce que nous, on commence à être un petit peu vieillissant de ce côté-là? Parce que lui, quand vous prenez ne serait-ce que son goût pour le travestissement, Shakespeare a l'air de vous dire, mais regardez, il suffit que mon personnage se travestisse en femme pour qu'il devienne une femme, et inversement. Qu'est-ce que
qu'est-ce que le costume, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme? C'est vous qui décidez. Enfin voilà, quoi, toutes ces thématiques-là, je les ai un petit peu explorées au regard de ma vie. Et je ne sais pas ce qu'est ce livre, je ne sais pas si c'est un roman, je l'ai appelé roman, mais il y a une partie fictive, il y a une partie enquête, il y a une partie bio, il y a une partie autobiographique. En fait, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est un livre sur lui et un peu sur moi. Vous avez dit d'ailleurs, je ne sais pas si vous le revendiquez, William, c'est mon autoportrait en costume élisabétain. Oui, alors cette très belle formule, je reconnais qu'elle a été brillamment trouvée par mon attaché de presse, qui a mieux lu mon livre que moi. C'est très difficile de parler de son propre livre, mais oui, il y a du... j'ai l'impression qu'il y a une façon de se travestir quand on écrit. Je pense que Laurent Geoffrin se travestit aussi en Marie-Antoinette. Enfin, je veux dire, on se déguise tous un petit peu, on porte des masques, on essaye d'entrer dans ces personnages. Et oui, c'est un peu mon autoportrait en costume élisabétain. Je suis dedans, mais il y a aussi de l'époque élisabéthaine. Et l'époque élisabéthaine, je vous assure, essayez parce que c'est passionnant, c'est vraiment une période punk. À l'époque, quand les gens n'étaient pas d'accord, ils se cassaient la figure et généralement ils étaient armés, donc les gens finissaient sur le carreau. Donc c'est pas du tout une époque où on se raconte des petites bluettes, des jolies choses. C'est une époque à la fois extrêmement violente, belle, qui révolutionne totalement le langage. On va inventer des choses sublimes. Vous n'avez pas de discours amoureux plus réussi, plus flamboyant, et en même temps on est dans une époque très violente. Donc brèche dans cette époque, allez-y, entrez dans l'époque, vous allez voir. Enfin en tout cas j'ai tenté. Alors époque peut-être pas punk, mais en tout cas violente, la France de la Révolution. On y retourne avec vous, Laurent Geoffrin, et on retrouve avec plaisir un héros plein de panache et de contradictions, l'enquêteur Nicolas Le Floch, à qui vous faites vivre une nouvelle aventure dans Le secret de Marie-Antoinette aux éditions Buchet-Chastel. Alors nous sommes dans la tourmente de la Révolution, le 22 juin 1791, la famille royale fuit Paris pour Varennes et la reine confie une mission à Nicolas. Oui, parce que Marie-Antoinette écrivait des lettres secrètes, en code secret. Et parce qu'elle avait un amant, alors on n'a jamais su si c'était un amant de cœur platonique ou un vrai, mais enfin elle avait un amant qui s'appelait Fersen, et c'est lui qui organise la fuite de la famille royale donc en juin 91, puisque le roi considère qu'il est prisonnier à Paris, il veut s'échapper auprès de troupes fidèles. Et donc la reine a laissé aux Tuileries une lettre, a oublié une lettre, auprès de son chiffreur, celui qui traduisait ces lettres en code secret. Et tout ça est vrai, hein. Et donc elle demande arriver à Varennes, parce que le couple royal, comme vous savez, est arrêté par le peuple et par un maître de poste qui s'appelle Drouet, est arrêté à Varennes, et donc il sera ramené à Paris, mais entre-temps, la reine craint que ses papiers soient fouillés et qu'on tombe sur cette lettre qui est très compromettante. Alors je ne dis pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est une grande partie de l'histoire, mais le Floch doit récupérer la lettre. Et quand il revient à Paris, le chiffreur a été assassiné et la lettre a disparu. Donc le roman commence. Vous avez repris ce personnage de Nicolas Le Floch après la disparition de son créateur Jean-François Parrot. C'est déjà le 3e tome de cette saga que vous écrivez. Et on arrive à une époque qui est une véritable passion pour vous. Hein, alors c'est une chose qui est assez commode pour un auteur, parce qu'en général, quand on fait un livre, on écrit un livre et puis on espère trouver un public. Grâce à Parrot, moi j'avais déjà le public. Il suffisait de faire le livre. Alors évidemment, il fallait que le livre ne déconcerte pas le public préexistant. Vraiment, les gens disent oui, mais Parrot c'était beaucoup mieux, lui c'est beaucoup moins bien, pas écrit pareil, etc. Donc il a fallu s'adapter et se mettre dans les pas de Jean-François Parrot, qui est un homme de grand talent et de grande érudition, et qui plus est, qui était un gourmet, donc il raconte très bien à la fois la vie quotidienne et la gastronomie de l'époque. Donc il a fallu faire tout ce travail, un effort de presque pas de mimétisme, parce que c'est pas non plus un pastiche, mais reprendre les mêmes personnages, le même univers, et puis les rituels aussi, puisque le Floch est un commissaire de police du Grand Châtelet. Le Grand Châtelet, c'était une forteresse qui était sur la place actuelle du Châtelet. Aujourd'hui, c'est une place, il n'y a rien. À l'époque, il y avait une forteresse redoutable
qui était le QG de la police parisienne, où il y avait les salles de torture, où il y avait les cellules, avec toute une gradation de cellules, toutes plus sinistres les unes que les autres. Et c'est là que le FLOC travaille. Et le FLOC est ambigu, puisqu'il est à la fois roturier d'origine, mais on s'aperçoit au milieu de la saga qu'il a que son parrain, le marquis de Ranreuil, est en fait son père. Et donc il est fils du marquis. Et laquelle famille est reliée à la famille de Louis XIV. Donc il est à la fois roturier, d'extraction modeste, ayant vécu en bas de la société dans sa jeunesse, puis devenu tout d'un coup, par une espèce de révélation, un aristocrate de haut vol, mais il est flic. Il est flic, agent de la cour, donc proche de la famille royale, mais il est vrai flic, c'est-à-dire qu'il fait les faits divers, il fait les crimes, et il travaille avec le bourreau, il travaille avec son adjoint Bordeaux, qui lui est un roturier, qui est plutôt pour la Révolution, alors que le FLOC, lui, est un agent de la monarchie, donc il a tendance à être fidèle au roi. Et donc tous ces personnages sont à chaque fois déchirés, ambigus, et ils le sont évidemment d'autant plus que on arrive progressivement à la période la plus tendue, la plus dramatique, la plus violente de la Révolution, où toutes les convictions vont être mises à l'épreuve et toutes les fidélités vont être mises au défi. Et donc voilà, donc c'est une enquête. Alors c'est fait, c'est de la littérature de genre, hein, il y a des règles, il faut les respecter. Donc il y a une enquête policière avec un crime, avec des rebondissements, avec des indices, des témoins, etc. Mais il faut évidemment greffer cette enquête fictive sur les vrais événements. Vous n'avez pas le droit de changer les événements quand ça vous arrange. Bon, imaginez par exemple que le roi serait vraiment échappé à ce moment-là. Mais à ce moment-là, bon, on change de genre et on fait une uchronie. On dit mais qu'est-ce qui serait passé si Louis XVI avait réussi à s'échapper? Donc il ne faut pas faire ça. Il faut au contraire respecter de la manière la plus scrupuleuse qui soit le déroulement des vrais événements en glissant dans le... J'aime bien l'expression de faille que vous avez utilisée. C'est qu'il faut se glisser dans les failles où il n'y a rien. On peut mettre un personnage nouveau qui est faux mais qui est vraisemblable. Il faut être extrêmement vraisemblable. Et donc l'enquête imaginaire épouse de très près la trame des événements dramatiques qui ont été celles du mois de juillet 1791, entre la fuite de Varennes et ce qu'on appelle la fusillade du Champ de Mars, quand les révolutionnaires tirent sur le peuple, ce qui est un des grands tournants de la Révolution. Donc voilà, donc l'intérêt de l'exercice, d'une part, c'est de distraire, parce que c'est des personnages qui sont ceux de Parrot, qui sont très bons. Ils sont pris dans une histoire dont j'espère qu'elle incite à tourner les pages, n'est-ce pas? Mais en même temps, ça permet de décrire ce qu'était vraiment la vie quotidienne de la Révolution, des révolutionnaires et du petit peuple de Paris pendant cette année-là. En plus, Nicolas Le Floch, c'est un flic, et les flics, comme les journalistes, c'est les meilleurs connaisseurs de la société. Donc, ils peuvent... À mon avis, les flics mieux que les journalistes. Oui, sans doute. Oui. Il est fidèle à la royauté, mais quand même, il voit bien que le monde change. Hein. Il est pas... Nicolas Le Floch, il est fidèle à la royauté, mais il voit bien que le monde change. Bah, il connaissait déjà toutes les failles de l'Ancien Régime, les injustices, les privilèges, le mépris aristocratique, la dureté des châtiments, parce que la torture a été abolie par Louis XVI, mais en 1788, je crois. Avant, quand on cuisinait les suspects, on les torturait. Il y avait la question ordinaire et la question extraordinaire. La question ordinaire consistait notamment à serrer les genoux des gens dans un étau, et à l'écraser au fur et à mesure, pour qu'ils parlent. Et s'ils avouaient, ils étaient considérés comme coupables. Et ça, c'était jusqu'en 1788, donc c'était intéressant. Après, on dit, mais la Révolution est violente, mais l'Ancien Régime était extrêmement violent aussi. Et donc, toutes ces particularités montrent, si besoin en était, qu'on a quand même progressé par rapport à aujourd'hui. Notamment, je me suis amusé, si je puis dire, je me dis, mais imaginons que le Floch est mal aux dents. C'est trivial, il a mal aux dents. Aujourd'hui, vous prenez un héros qui a mal aux dents, bon, il va chez le dentiste, puis c'est fini. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça, parce qu'il n'y avait pas de dentiste. Il y avait des barbiers, il y avait des chirurgiens qui s'occupaient de faire des opérations, mais pas seulement sur les dents. Et il n'y avait pas d'anesthésie.
Donc il y avait deux types de chirurgiens dentistes. Il y avait les barbiers publics, arrivés sur le Pont-Neuf, en face de la Samaritaine. Là, il y avait un tréteau, et là, il y avait un... Qu'est-ce que c'est? Je continue? Oui, oui, oui. Je suis désolé, ça m'a troublé. Donc le barbier du Pont-Neuf faisait venir les gens en leur disant on va vous opérer, vous avez mal aux dents, on va vous opérer. Alors il y avait un comparse qui venait, qui s'asseyait sur le fauteuil, on lui arrachait fictivement une dent, et il disait c'est très bien, ça se passe très bien. Et après il y avait les vrais patients qui arrivaient, et quand on arrachait les dents, c'était la douleur la plus épouvantable en dehors des accouchements. Et donc c'était une torture terrible. Et donc le floc est obligé de se faire soigner. Donc je décris les opérations, les outils, la manière dont les effets que ça a fait sur lui. Et ensuite il continue son enquête, mais avec une dent en moins. Mais oui, ça permet de comprendre comment les gens vivaient aussi. C'est ça, oui, parce qu'il y a un travail, enfin Nicolas Le Floch est en pleine enquête, mais il y a un travail d'historien autour du quotidien de cette époque-là que vous avez fait, qui est très très précis aussi. Hein. Il faut être précis, c'est parce que comme c'est fictif, mais que c'est de l'histoire, plus on est précis, plus on est minutieux dans le détail, plus les gens y croient. C'est un rêve éveillé, donc s'il y a un anachronisme ou une erreur que le lecteur peut repérer, ça rompt le charme. Le type il dit bon là c'est bidon, j'arrête. Il faut être vraisemblable. Il faut être aussi faux qu'on veut, mais toujours vraisemblable. Et donc on se pose des questions. Par exemple, on décrit un personnage qui marche dans une rue de Paris et on dit il descend du trottoir pour traverser la rue. Et après, question suivante, mais est-ce qu'il y avait des trottoirs? Alors est-ce qu'il y avait des trottoirs en 1791? Et ensuite, est-ce qu'il y avait des trottoirs dans cette rue-là? Alors ça, c'est difficile. Et comme ça, tous ces détails qui composent les petits faits vrais, quoi. Il faut que ça soit présent dans le roman, autrement les gens n'y croient pas. Après, il faut aussi que les personnages soient intéressants, qu'ils soient partagés, oui, déchirés. Oui. Et c'est le cas de Le Floch, puisqu'il connaît tous les défauts de l'Ancien Régime. Il comprend très bien que la bourgeoisie de l'époque veuille à son tour arriver au pouvoir, comme l'aristocratie, mais sur la base d'un régime politique plus égalitaire, plus égal en tout cas dans la loi. Et donc il est très conscient. Mais en même temps, c'est un aristocrate, c'est un homme d'honneur, et donc il a donné sa parole au roi et à la reine, et donc il doit les aider, alors même qu'il n'y croit pas vraiment lui-même. Il pense par exemple que la fuite de Varennes est une folie absolue et que ça va conduire à un désastre politique. Mais il les aide quand même à essayer de s'évader, et avec la distance entre sa lucidité et sa fidélité. Donc on va virevolter avec Nicolas Le Floch durant toutes les pages de ce roman formidable. Et un autre volume en préparation ou... Oui, parce que comme je dis, il y a un public qui est très aimable, qui vient me voir en me disant bon alors vous en faites un autre. Alors je dis oui, je vais en faire un autre. Et l'éditeur me dit il faut en faire tant que ça marche, il faut en faire un par an. Donc, et sur quelle période? C'est sur la période suivante, parce que je suis la chronologie. Donc après on arrive dans 91, il y a une nouvelle assemblée, c'est là où il y a la fraction girondine qui se met en place. Et petit à petit, Danton et les sections de Paris, parce qu'il y a la guerre entre-temps. La France déclare la guerre à l'Empire d'Autriche. Et donc il y a le manifeste de Brunswick, et c'est là où il va y avoir le 10 août 92 où le roi va être renversé. Donc le Floch sera là. Bien sûr. Mais il n'empêchera pas le renversement du roi. D'accord. Un point de détail, là, pour rebondir là, sur la véracité des détails, je trouve ça très intéressant quand on plonge dans des périodes assez anciennes comme ça. Je trouve que c'est très juste et pour que ce soit vraisemblable, bien sûr, mais en ce qui me concerne, je trouve ça très intéressant de montrer au lecteur que voilà, toutes les facilités qu'on a, les gens ne les avaient pas, évidemment. À l'époque, prenez la Poste. À l'époque de Shakespeare, la Poste n'existait pas, donc envoyer un courrier à sa femme, par exemple, c'était chose impossible. Ou alors il fallait confier la lettre à quelqu'un qui allait dans cette direction, qui ensuite allait la confier à quelqu'un qui allait la porter au plus près possible de la famille, etc. Donc en fait, vous vous rendez compte que même
envoyer une lettre à quelqu'un, c'était pas possible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'entrer dans des mondes où en fait tous nos réflexes sont complètement changés. Moi j'aime bien rappeler aussi 2-3 choses comme par exemple les personnages se réveillent, il n'y a ni thé ni café à l'époque. Au XVIe siècle anglais, on ne boit ni thé ni café, on boit quoi? On boit de la bière. Donc voilà, il faut entrer dans ces vies-là, c'est changer complètement notre sens nos réflexes en fait. C'est en ça que c'est passionnant, c'est en ça que je trouve que l'histoire nous attire énormément. C'est une autre façon de vivre totalement. C'est une belle fin donc, à ce débat. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous, merci.